Bonjour à tous. Merci, Dr Awa. J'attends juste ma présentation. Merci. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une étude portant sur les infections bactériennes invasives chez les patients à un stade VIH avancé en République démocratique du Congo. Les patients en stade VIH avancé, définis par l'OMS par un taux de CD4 inférieur à 200 ou une maladie de stade 3 ou 4, ont un risque plus élevé de décès. Bien que les estimations de la prévalence du VIH avancé soient très variables, des données d'Afrique du Sud montrent que près d'un tiers des patients séropositifs entrant dans le système de soins ont une infection à VIH avancé. En RDC, entre 2014 et 2019, environ 35% des patients suivis en clinique avaient un stade clinique 3 ou 4. Les infections bactériennes sévères comptent dans cette population parmi les principales causes de décès. Elles sont plus fréquentes chez les adultes hospitalisés séropositifs que séronégatifs, et ce, d'autant plus que leur taux de CD4 est faible. Quand on parle d'infection bactérienne, vient systématiquement la considération de l'antibiorésistance, qui est un problème mondial et dont l'ampleur s'intensifie constamment, particulièrement en Afrique subsaharienne. Le taux de décès attribuable à la résistance aux antimicrobiens y est le plus élevé. Ces niveaux alarmants d'antibiorésistance questionnent l'efficacité des traitements de première ligne de traitement et l'adaptation des protocoles thérapeutiques empiriques au niveau local, où l'accès à des données d'antibiorésistantes est parfois très limité, comme en RDC. La principale question sous-jacente à cette étude est comment optimiser les protocoles thérapeutiques empiriques déjà existants à l'hôpital, qui traitent des patients au stade VIH avancé, pour améliorer leur survie, malgré déjà un risque de décès élevé. Y a-t-il des paramètres particuliers à prendre en compte, comme l'exposition préalable aux soins, pour débuter une antibiothérapie empirique, le mieux adaptée et le plus tôt possible, pour tenter d'améliorer la survie de ces patients? Pour tenter d'apporter des éléments de réponse, nous avons étudié les infections bactériennes invasives, qui sont des bactériémies ou des méningites bactériennes, donc diagnostiquées par culture au laboratoire. Nous avons ajouté à cette définition un critère de délai de survenue des symptômes pendant l'hospitalisation et d'exposition préalable aux soins. Donc, dans les premières 48 heures d'hospitalisation, si le patient n'avait pas eu d'infection à des soins dans les 30 jours précédents, son infection bactérienne était classée comme acquise en communauté. Par contre, si le patient avait eu une exposition à des soins dans les 30 jours précédents, hospitalisation, soins ambulatoires ou à domicile, son infection était classée comme associée aux soins. Enfin, au cours de l'hospitalisation, si les symptômes d'une suspicion d'infection invasive se présentaient 48 heures après l'admission, l'infection confirmée était classée comme acquise à l'hôpital ou infection nosocomiale. Ces définitions, qui ne sont pas consensuelles dans la communauté médicale et encore moins dans les patients en stade VIH avancé, ont été définies en collaboration avec l'équipe médicale de l'hôpital impliquée dans l'étude. Les objectifs étaient de décrire pour les 3 catégories d'infections la prévalence, l'agent causal, l'agent bactérien causal, l'antibiorésistance et le devenir du patient, dans le but de tenter de guider les protocoles thérapeutiques empiriques. Nous avons conduit une étude descriptive, prospective, au centre hospitalier de Cabinda, ou CHK, soutenue par MSF et spécialisée dans la prise en charge des patients VIH en hospitalier pour les patients à un stade VIH avancé ou en ambulatoire. Les critères d'inclusion dans l'étude étaient les mêmes que ceux utilisés en routine au CHK pour prescrire une culture de sang ou de liquide céphalorachidien, à savoir fièvre ou hypothermie, avec ou sans signe de choc, ou une réadmission dans les 30 jours suivant une hospitalisation, ou tout jugement clinique du médecin. Nous avons collecté des données cliniques ou thérapeutiques de plusieurs sources et des données bactériologiques provenant du laboratoire. Pendant la période de l'étude, entre août 2021 et juillet 2022, nous avons enregistré 1725 hospitalisations, parmi lesquelles 1298 ont été incluses dans l'étude, ce qui correspondait à 997 patients. Les analyses ont porté sur les hospitalisations pendant lesquelles les patients inclus ont eu au moins un prélèvement pour suspicion d'infection bactérienne invasive, soit 1198 admissions. Ces patients inclus avaient un âge médian de 41 ans, un patient sur 5 a eu 2 admissions ou plus pendant la période de l'étude, et la grande majorité répondait au stade 4 de l'OMS, avec des infections opportunistes, les plus fréquentes étant la tuberculose sur toutes ses formes, la toxoplasmose cérébrale et la pneumocystose. Une population donc sévèrement symptomatique comme attendu. Voyons maintenant les principaux résultats de l'étude.
Parmi près de 500 cas d'infections acquises en communauté, 61 cas ont été confirmés au laboratoire, ce qui donne une proportion d'infections bactériennes invasives communautaires parmi les admissions de 5,9%. Concernant maintenant les infections associées aux soins, parmi 625 cas suspects, 110 ont été confirmés, soit 9,2% des admissions. Quant aux infections acquises à l'hôpital, 226 suspects après donc 2 jours d'hospitalisation, donc 42 cas confirmés, soit 3,5% de l'ensemble des hospitalisations incluses. Concernant la mortalité, parmi tous les patients inclus, la mortalité hospitalière était de 28%. Parmi les cas confirmés d'infections acquises en communauté, 26,8% sont décédés. Parmi les cas d'infections associées aux soins, un tiers des patients sont décédés, alors que ce sont 2 tiers des patients avec une infection acquise à l'hôpital. Décrivons maintenant les infections bactériennes invasives et les agents bactériens en cause. Ici, tout d'abord, les infections bactériennes acquises en communauté. Les germes les plus fréquents étaient les Salmonella nontyphi et les pneumocoques. Si on ajoute en vert les germes en cause dans les infections associées aux soins, nous voyons que les Salmonella nontyphi étaient aussi les plus fréquentes, mais moins de pneumocoques et davantage de grammes positifs, dont des entérocoques. Maintenant, en orange, les agents en cause dans les infections acquises à l'hôpital. Nous avons trouvé des étiologies vraiment différentes, avec davantage de germes dits hospitaliers, comme les Klebsiella pneumoniae et autres entérobactéries, les Staphylococcus aureus et les bactéries non fermentaires type Acinetobacter. Concernant la sensibilité aux antibiotiques maintenant, donc d'abord pour les entérobactéries dans les infections acquises en communauté. La ceftriaxone et la ciprofloxacine restent efficaces seulement sur moins de 20% des entérobactéries. Le méropenem et l'azithromycine, qui est utilisé pour les salmonelles, restent très efficaces. Globalement, les Salmonella nontyphi avaient le même profil de résistance que les autres entérobactéries. J'ajoute maintenant à ce graphe les infections associées aux soins en vert. Nous voyons des pourcentages de sensibilité similaires à ceux des infections acquises en communauté. Et maintenant, en orange, j'ajoute les infections acquises à l'hôpital et on remarque des taux de sensibilité similaires ou encore plus faibles pour tous les antibiotiques. Le nombre de souches est limité, mais la résistance au méropenem, traitement privilégié dans ces infections, est inquiétante. Un autre résultat important est la sensibilité du pneumocoque à la ceftriaxone, qui nous rassure dans la poursuite de l'usage de cet antibiotique dans les pneumonies. Enfin, pour les Staphylococcus aureus, le seul antibiotique aujourd'hui efficace est la vancomycine. Ainsi, les infections bactériennes invasives diagnostiquées dans les premières 48 heures, comptant pour 15% des admissions, ont montré des taux de résistance très élevés par rapport à ce qui est décrit dans la population générale de la sous-région. Cette étude a montré que les profils des agents pathogènes mis en évidence dans les infections bactériennes invasives communautaires et associées aux soins étaient similaires, ce qui questionne la nécessité de distinguer ces 2 types d'infections dans la prise en charge empirique à l'admission, comme mis en place au CHK aujourd'hui. Pourtant, la révision des guidelines empiriques doit considérer les infections sévères non détectées par les hémocultures, comme les pneumonies, qui comptent tout de même pour 15% des patients inclus dans notre étude. La proportion des infections bactériennes invasives acquises à l'hôpital était comparable à ce qui est décrit dans la littérature pour des hôpitaux tertiaires dans d'autres pays d'Afrique. La forte proportion des patients décédés ne présuppose pas que l'infection bactérienne invasive serait la seule cause du décès, mais augmenterait le risque de décès de même que le faible taux de CD4. Les faibles taux de sensibilité aux antibiotiques des germes mis en évidence exigent le recours à des antibiotiques à large spectre pour le traitement de ces infections, tels que le méropenem ou la vancomycine. Pour conclure, ces résultats sont les premiers résultats d'études sur les infections bactériennes invasives chez les patients avec un stade VIH avancé en RDC. Les niveaux d'antibiorésistance alarmants questionnent depuis plusieurs années déjà le personnel médical MSF du projet SIDA à Kinshasa et des discussions sont en cours avec l'équipe pour traduire au niveau opérationnel les résultats de cette étude. En particulier, tenter de cibler au mieux les antibiotiques empiriques comme l'azithromycine ou les carbapenem. Un exercice toujours difficile pour trouver le meilleur équilibre entre couvrir potentiellement des infections sévères mais peu fréquentes et limiter la propagation des résistances aux antibiotiques dans la population. Le diagnostic des infections invasives et leur résistance aux antibiotiques se poursuit en routine au CHK et il est intéressant de poursuivre la tendance, de la suivre dans le temps.
La surveillance pourrait être aussi étendue à d'autres programmes dans d'autres pays à ressources limitées où l'épidémiologie des infections bactériennes chez les patients à un stade VIH avancé est peu connue et serait certainement différente de celle de la RDC. Cela permettrait d'adapter les protocoles thérapeutiques empiriques aux situations locales et donc d'optimiser l'usage des antibiotiques chez ces patients très vulnérables. Je tiens à remercier sincèrement les nombreuses personnes qui ont travaillé sur cette étude, mes collègues d'Épicentre, toute l'équipe MSF du CHK, du projet SIDA de Kinshasa ainsi que la SAMU, et je vous remercie pour votre attention.